Pour ceux qui ne me connaissent pas, que j'ai jamais travaillé avec, moi, ça fait 11 ans que je suis chez Groupe Pleine Terre en tant qu'ingénieur. Là. Je travaille sur le drainage. Je travaille sur le drainage dans toutes les facettes. Là. J'ai commencé plus avec le nivellement quand j'ai commencé à travailler chez Pleine Terre, ensuite drainage souterrain. Puis là, aujourd'hui, on est beaucoup aussi, peut-être qu'il y en a plusieurs qu'on s'est déjà croisés là, dans les projets d'entretien de cours d'eau là, avec les MRC d'Eau-Richelieu, Rouville, puis Vallée du Richelieu. Là, on est pas mal là, fait que ça se peut qu'on s'est déjà vu dans des rencontres là, d'intéressés. Mais c'est ça, pour revenir au sujet, aujourd'hui, on va parler du système de drainage souterrain. Vite, bon. On va faire la présentation, je vais parler un peu de l'historique du drainage au Québec. On va faire le survol des théories de base. On va voir les éléments importants à regarder quand on planifie ou concevoir un système de drainage souterrain. On va parler aussi de quoi faire pendant la réalisation et l'implantation. Puis finalement, on va juste faire le lien entre le drainage et la santé des sols parce que les deux sont quand même intimement liés, puis ils sont liés aussi à la qualité de l'eau dans l'environnement environnant. L'historique du drainage au Québec, on commence pas mal le plus loin qu'on peut reculer, c'est en 1850. Là, il y a une période de temps, de 1850 à 1912, que le drainage, là, c'est assez rudimentaire. Même il y a des places installées avec des tuyaux d'argile de 1,5 pouce de diamètre, ce qui est quand même assez petit. Je pense qu'on peut s'entendre que ces systèmes-là, ils ont soit été remplacés ou refaits carrément là, pour subvenir aux besoins d'aujourd'hui. Puis, ils étaient remplis avec des tranchées de pierre. Puis un autre élément aussi, c'était très rare et ponctuel. C'était pas les producteurs agricoles normales, familiales, qui drainaient leurs terres de cette façon. C'était plus des écoles agricoles, c'était plus des regroupements religieux qui voulaient faire du beurre ou du fromage, des affaires comme ça. Ensuite, on saute en 1912, qui est une date importante parce que c'est un peu le début de l'ère mécanisée au Québec. Le ministère de l'Agriculture du Québec ont acheté 2 trancheuses pour faire les tranchées, pour installer les tuyaux d'argile, les tuiles d'argile qu'on mettait sur terre. Puis juste à titre comparatif, pour voir un peu les priorités des 2 provinces, il y en avait au-dessus de 700 en Ontario à ce moment-là. Puis on était rendu à 2 au Québec. Puis dans le fond, la stratégie qui a été adoptée par le ministère, c'est de drainer 5 acres par ferme pour un peu faire des vitrines de démonstration, pour montrer aux producteurs un peu les bénéfices du drainage, puis un peu essayer peut-être de démontrer les bienfaits, là, puis de démontrer l'investissement que ça prenait. Puis, évidemment, avec des trancheuses, vous pouvez imaginer en 1912 que ça n'avançait pas comme aujourd'hui. On parle de 0,4 à 0,85 hectares par jour là, dans les meilleures conditions. Ici, on voit des exemples de trancheuses là, qui étaient utilisées dans le temps pour faire les reins. Puis ça, c'en est un petit peu plus récent, là, qui date plus des années 50, là, qui est un petit peu plus mécanisé, puis qui allait un petit peu plus vite. Ça, c'est un guide que j'ai montré dans les présentations comme ça, là, parce que c'est assez particulier. Aujourd'hui, avec toutes les lois, règlements, CSST, qu'il faut faire attention, puis même, je pense, l'UPA qui prône la sécurité à la ferme. Il y avait un guide de drainage fait par le ministère de l'Environnement sur l'emploi de la dynamique pour faire le drainage souterrain, dans le fond, passer les capes de roche et tout ça. Fait qu'aujourd'hui, je pense que c'est quelque chose qui se fait plus, pour des raisons évidentes. Mais dans le fond, l'important un peu de ça, c'est que c'était tellement important rendu là. Les bénéfices du drainage étaient vus comme tellement importants que tous les moyens étaient propices pour y arriver. Puis, dans ce même guide-là, on explique tous les bienfaits du drainage qui sont encore vrais aujourd'hui, tels que allonger les saisons de culture, réchauffer les sols, diminuer les maladies dans le sol. Fait que c'est toutes des choses aujourd'hui qui sont propices. En 1967, une autre date importante avec le rapport du Commission royale d'enquête sur l'agriculture du Québec qui conclut que l'effet le plus limitatif de l'agriculture au Québec, puis ce qui limite le développement des terres et des rendements, c'est le drainage. Puis ce rapport-là, dans le fond, il a permis de débloquer les fonds nécessaires pour les intensifications, les interventions. Comme vous le savez sûrement, là, la majorité d'entre vous, un des gros problèmes au Québec qu'il y avait, c'est qu'il n'y avait pas de... Le réseau hydrographique n'était pas développé pour accueillir tous ces systèmes de drainage-là. Fait que le ministère a eu de l'argent pour, dans le fond, recreuser et réaménager les cours d'eau pour permettre tout le drainage qui est venu par après. Fait que ça, c'est un tableau tiré de la conclusion, de la commission, où est-ce qu'on voit là, les différences de rendement en comparant le Québec à l'Ontario, des différentes cultures. Puis c'est important de savoir qu'à ce moment-là, l'Ontario, là, il y avait 2 200 000 acres drainés, comparé à 42 000 acres au Québec. Puis on voit une augmentation moyenne à peu près de 26 % des rendements confondus. Fait que
avec cette commission-là, ça a permis de débloquer les fonds. Puis comme il y en a beaucoup d'entre vous qui savez, vos plans de drainage que vous avez, ils ont été faits entre 1970 et 1990. Ça a été le moment où il y a eu beaucoup de subventions pour faire ces plans-là. Puis la majorité des chantiers, surtout en Montérégie, ont été réalisés pendant ce temps-là. Puis ça coïncidait avec l'arrivée du tuyau de polyéthylène et les charutaupes qui ont vraiment augmenté la rapidité d'installation des drains. Fait que, on passait de quelques hectares par jour, peut-être 1 ou 2 hectares par jour, à quasiment des dizaines dans les meilleures conditions. Puis, en 1989, on était rendu à peu près à 580 000 hectares drainés au Québec. Maintenant, aujourd'hui, il y a la théorie de base sur le drainage n'a pas changé, mais il y a d'autres paramètres qui ont changé autour, comme on sait les effets des changements climatiques. On a des précipitations plus intenses, suivies des sécheresses plus intenses entre-temps. On a une meilleure compréhension en termes de l'amélioration que ça peut emmener au rendement et la santé des sols. Mais aussi, on connaît les effets un peu négatifs qui est sur la qualité de l'eau. C'est pour ça qu'on est ici aujourd'hui. Puis, entre-temps, l'agriculture s'est intensifiée. Il y a de plus en plus de rotation maïs, soya, moins en moins de prairies et de pâturage qui se fait. Les semis, on essaie de faire les plus hâtifs possibles puis les récoltes les plus tardifs possibles. Puis finalement, un autre gros événement qui est arrivé, bien évidemment, c'est l'augmentation de la valeur des terres. Ici, on voit à titre comparatif, en 1970, c'était à peu près équivalent à drainer ou acheter une nouvelle terre. Puis aujourd'hui, on parle au moins 10 fois plus cher acheter une nouvelle terre que d'apporter des améliorations au drainage. Maintenant, on va faire juste des petits survols de la théorie de base. Ça, c'est pas comme les définitions que vous voyez dans le Robert ou le Larousse, des affaires comme ça. C'est plus des définitions usuelles qu'on utilise dans le domaine par les conseillers, par les conseillers en drainage. Fait que le drainage, moi personnellement, quand je parle de drainage, on parle d'une combinaison de drainage surface et souterrain. Comme vous allez voir, c'est deux problématiques différentes qui requièrent deux solutions différentes. Ils sont quand même interreliés, mais les solutions pour chacune sont différentes. Drainage souterrain, c'est qu'on veut évacuer le surplus d'eau contenu dans le sol puis à l'abaissé de la nappe. Tandis que le drainage surface, c'est évacuer toutes les accumulations d'eau par ruissellement. Dans un monde idéal, on va essayer d'évacuer en dedans de 24 heures pour ne pas faire de dommages aux cultures. Maintenant, les deux derniers, perméabilité, propriété que possède un corps poreux de laisser passer plus ou moins facilement les gaz et les liquides, et conditions hydrauliques, vitesse apparente de la circulation de l'eau dans le sol. J'en parle juste parce que souvent, ces deux mots-là sont interchangeables quand vous parlez avec des conseillers en drainage, perméabilité, conseiller hydraulique. C'est juste en réalité, conseiller hydraulique, c'est plus comme un cas précis, spécifique de la perméabilité. Mais c'est quand même le paramètre le plus important quand on veut évaluer les systèmes de drainage souterrain. On va passer rapidement ici, le régime hydraulique dans les basses terres. Là, souvent, ce qui arrive, on voit les différentes saisons, au printemps, été, le sol gelé. La nappe, elle se trouve souvent en dessous du sol gelé. Puis, le sol gelé aussi empêche l'infiltration de l'eau. Fait qu'au printemps, on a énormément de ruissellement. Mais ensuite, avec l'avancement des saisons, avec l'avancement du temps puis le dégel, au printemps, souvent c'est une période pluvieuse, fait que les précipitations sont plus grandes que l'évapotranspiration. Surtout qu'il n'y a pas de culture dans les champs dans la majorité du temps à ces moments-là. Pendant ce temps-là, la nappe a continué à s'infiltrer vers les couches inférieures. Mais quand même, c'est pas assez comparé à l'apport d'eau qui arrive. Fait que la nappe, au printemps, elle monte à surface. À l'été, elle diminue tranquillement, soit à l'aide de l'évapotranspiration puis aussi de l'infiltration qui se fait. Puis souvent, à l'été, on retrouve des nappes pas mal plus bas que le niveau des drains dans la majorité des terres. Mais, quand on arrive à l'automne, ben, c'est le processus un peu du printemps qui se répète, mais à l'envers, puis il y a de plus en plus de précipitations. On récolte. Il y a moins en moins d'évapotranspiration, puis l'apport en eau est plus grand. Jusqu'à temps qu'on arrive à l'hiver, puis lorsque la nappe abaisse, le sol il est aéré, puis il gèle de plus en plus profondément. Fait que c'est juste une image montrée pour comprendre, expliquer un peu la fluctuation de la nappe dans le temps. C'est sûr qu'au printemps, des fois, avec des événements incroyables, le niveau de la nappe peut remonter à la surface. On le voit souvent, là, les drains qui fonctionnent en plein été après un événement important. Mais généralement, c'est vraiment pour le printemps et l'automne que le système de drainage est là pour améliorer l'accès aux champs. Puis aussi, en lien avec ça, plus que le sol est sec, meilleur qu'une capacité d'infiltration. Fait que quand la nappe est plus basse, bien, ça l'emmène comme pas un phénomène, mais ça réduit un peu la vitesse à laquelle la nappe remonte.
C'est ça. Puis pour avoir une terre bien drainée, il faut une combinaison de drainage souterrain et de surface adéquate. Je pense que c'est le même deux fois de suite. Fait que ça, c'est juste une image, un schéma qui montre comment, une fois qu'on sait maintenant que la nappe a fluctue pendant la saison, ça, c'est le schéma qui montre un peu le fonctionnement du drainage souterrain. Les drains, on voit les lignes en noir, c'est vraiment le parcours que la goutte d'eau va prendre pour se rendre au drain. Fait que souvent, quand vous entendez parler que l'eau, elle arrive par en dessous des drains, bien, c'est un peu ce phénomène-là qui arrive. C'est pas l'infiltration qui se rend jusqu'au drain. Des fois, on peut penser ça. Mais c'est vraiment la nappe d'eau, elle monte dans le temps. Puis, au niveau du drain, elle rebaisse. Puis, entre les deux drains, bien, c'est le parcours le plus long. Lui, il vient chercher une courbe, puis il passe en dessous. C'est pour ça que c'est important. C'est pour ça que si vous avez un sous-sol imperméable, il va falloir vous rapprocher vos drains parce qu'on est moins capable d'aller chercher le centre du drain, le centre du champ entre les deux drains. Là, on parlait des différentes problématiques qui peuvent être associées au drainage. Ici, c'est un cas un peu typique qu'on voit les problématiques de drainage souterrain ou drainage souterrain pas adéquat. On voit là qu'il y a une baisse de rendement entre les drains. Puis sur le drain, on voit souvent une végétation plus mature et plus développée. Puis ça se traduit par un meilleur rendement au-dessus du drain. Et ça, c'est une problématique, un exemple de drainage de surface qu'il faut qu'il soit corrigé. On peut mettre autant de drain qu'on veut en dessous. Oui. Oui. Tu as des dessins de culture là, qui sont très typiquement différents. Oui. Tu es capable d'expliquer le phénomène de la différence? Oui, c'est plus au niveau des sols. Dans le fond, en haut, c'est un sol qui est vraiment très peu perméable. Puis ce qui arrive, c'est qu'au-dessus du drain, le sol il a tout été remanié avec le passage de la charrue taupe. Fait que l'infiltration, dans le fond, il y a comme une couche, la couche labourée travaille, l'eau, elle s'infile, puis elle descend, dans le fond, par la tranchée faite par le drain. Un peu comme une grosse soleuse. Fait que dans le fond, c'est vraiment au-dessus du drain que tu vois qu'il y a une amélioration. Puis entre le drain, c'est plus difficile. Puis là, dans le fond, tu as l'effet graduel dans le bas. Ça, c'est un sol, dans le fond, c'est un sol qui est plus perméable, mais les drains sont peut-être un peu trop écartés pour le type de sol en place. Puis ici, bien, dans le fond, ces problématiques-là, on peut mettre des drains aux 2 mètres espacés en dessous, ça ne réglera pas le problème. Évidemment, il faut trouver une autre façon de se débarrasser de ce taux de surface-là, souvent par nivellement ou par des ouvrages hydro-agricoles, tels que des avaloirs ou des voies d'eau engazonnés. Là, un peu le cœur du sujet de tout quand on parle de système de drainage, c'est l'écartement des drains. Là, je présente un peu l'équation de Guillaume, qui est l'équation utilisée au Québec là, dans tous les ouvrages de référence. Ce qui est important, c'est pas de connaître l'équation, mais peut-être de connaître les paramètres un peu qui le gouvernent. Les 3 les plus importants, là, c'est vraiment les K1 et K2. K2 et le Z, qui représentent K1, c'est la conductivité hydraulique du sol au-dessus du drain. K2, la conductivité hydraulique en dessous du drain. Et Z, la profondeur de sol perméable avant une couche imperméable. Puis, il y a d'autres facteurs aussi. Là, bien, il y a d'autres facteurs qui sont déterminés par le concepteur, que ce soit la profondeur des drains et la vitesse de rabattement de nappe qu'on va voir après. Et puis, la porosité de drainage qui fait partie, qui est liée à la conductivité hydraulique. Un exemple de rabattement de nappe par rapport au temps avec une fois que le drainage est implanté. Là, on voit, première chose qu'on remarque, c'est que plus que le gradient hydraulique est fort, fait que plus que le niveau d'eau est haut par rapport au drain, plus que la nappe va se rabaisser rapidement. Fait qu'on voit dans cet exemple-ci, là, après une journée, on a 30 cm, après 2 jours, 20, après 16, 10, fait que ça diminue de plus en plus avec le temps. Puis, on voit aussi un peu Puis c'est ça, puis une fois qu'on arrive au niveau du drain, bien, c'est un peu le processus naturel qui reprend d'infiltration plus profondément dans le sol. Le rabattement de la nappe, c'est un paramètre qui est un peu choisi par le concepteur puis par le producteur. Puis, c'est selon un peu vos besoins. Fait que comme on peut voir ici, là, les rabattements pour l'accès rapide de la machinerie au champ, on parle de 50 à 60 cm pour le premier jour. Puis, plus qu'on descend, plus les cultures ont moins de valeur, plus qu'on peut permettre un rabattement de nappe plus élevé. C'est sûr, la majorité du je pense que le bassin Séraphin, c'est tout en grande culture, pas mal, oui. Fait que dans le fond, on voit ici le maïs grain soya 30 à 40, puis les cultures de conserverie 30 à 50. C'est plus bas que... Mais souvent, on fait la conception du plan pour l'accès rapide de la machinerie au champ, souvent, surtout pour les récoltes. On a des automnes pluvieux, puis à un moment donné, il faut rentrer dans le champ et aller chercher les récoltes.
Mais c'est un peu l'objectif aussi du drainage contrôlé, c'est comme de venir un peu pallier à ça, d'ouvrir quand tu as besoin d'avoir accès à la machinerie, puis là, de permettre la remontée de la nappe quand tu es en saison de croissance, puis tu n'as plus besoin d'avoir accès au champ aussi rapidement. Des exemples de rabattement de nappe. Fait que ça, c'est un exemple, mettons, d'un sol d'un long argileux qui est quand même relativement bien structuré, là, avec une quantité hydraulique de 0,3 au-dessus du drain, 0,2 en dessous et 1 mètre de sol perméable. Puis là, vous voyez un peu les différences théoriques, bien entendu. Avec un écartement de 8 mètres, on peut aller chercher le 60 cm après la première journée. 14 mètres, on tombe à 30. 16, fait que c'est un peu l'effet du doublage, là, c'est 25 après une journée. Puis, je montre à titre d'exemple, là, dans le temps, quand ils plaçaient des fois les fossés aux arpents. C'est 300 cm après une journée. Dans le fond, c'est essentiellement nul. Le but de ces fossés-là, c'était plus de drainer et de gérer l'autre surface qui était drainée par les fêtes des champs, mais juste pour montrer un peu l'effet de l'écartement sur un même sol. Maintenant, pour la planification. Fait que dans le fond, comme vous avez vu un peu, la conduite hydraulique, c'est l'élément le plus important, puis déterminer si les sols sont perméables ou pas. Par exemple, faire des essais de conduite hydraulique, c'est quand même de quoi d'assez long et laborieux là, pour être fait. Puis, c'est plus ou moins précis selon les conditions du sol. Surtout, on sait tout dans le sol, il y a une variabilité spatiale importante. Donc, par exemple, un projet ici qu'on a travaillé dessus, où est-ce qu'on trouve 7 zones de sol différentes sur un champ de 17 hectares qui voulaient être drainées. Fait que c'est un enjeu de collecte de données, c'est beaucoup de temps à faire parce que faire les essais de conduite hydraulique, juste vite expliquer, c'est qu'il faut faire un trou, laisser la nappe remonter, stabiliser après une journée, revenir le lendemain, puiser le trou, puis prendre les mesures de remonter de nappe. Fait que c'est quand même une opération de 2 jours, là. Puis, il y a un enjeu aussi au niveau de la conception, dans le sens que, oui, on a 7 zones de champs différents, mais on ne fera pas 7 écartements en 17 hectares. Fait que, il y a quand même une logique à établir là, quand on fait les sondages, puis aussi la conception. Fait comme j'ai mentionné plus tôt, il y a 580 000 terres drainées au Québec. Puis ça nous donne une grande banque de données empiriques, si on veut. Puis avec ces données-là, ça nous permet d'estimer un écartement et une profondeur optimale pour un type de sol donné. Mais ce qui est plus important que tout, pour appliquer ces connaissances-là, il faut s'assurer que les conditions de terrain sont semblables. Souvent, on a un champ dans une région qui se draine de telle façon, puis écarté à un tel écartement, puis on pense que ça va être pareil à la même place, même si le sol en surface se ressemble. C'est pour ça que je conseille toujours au monde, avant de commencer à doubler ou à drainer, juste au moins de faire minimalement quelques sondages, juste pour être sûr qu'on parle de la même chose, puis qu'on évite des erreurs coûteuses qui peuvent... dans le fond, le drainage, on s'entend, comme j'ai dit tantôt, c'était à peu près 3 à 5 000 hectares, dépendamment des types de sol, dépendamment de l'écartement. Fait que c'est des investissements importants. Fait que je recommande toujours d'aller au moins zioter en profondeur le sol avant d'investir. Moi, personnellement, quand on veut faire des diagnostics de drainage vraiment pour voir les correctifs au drainage existant, c'est idéalement avec une excavatrice pour être capable de voir le profil de sol complet. On est capable de voir un peu tout le comportement de la nappe. On va voir tantôt là, les affaires à regarder. Puis sinon, dans le pire des cas, faire un sondage à pelle, à petite pelle manuelle, et ensuite avec une tare irlandaise jusqu'à 150 cm. Pour voir pour être capable de visualiser un peu les effets de la comportement de la nappe. C'est ça, fait que le profil de sol, ce qui te permet de faire, c'est de comparer les différents types de sols dans différentes régions, secteurs d'un champ. Ça permet d'évaluer aussi si des fois la problématique c'est plus au niveau de la santé des sols, la compaction en surface, des choses. Il y a peut-être d'autres solutions qui peuvent être envisagées qui vont rapporter plus que juste de s'immédiatement lancer dans le doublage. Ça permet aussi d'identifier les contraintes importantes au drainage souterrain. Des fois, en profondeur, il y a des sols tellement peu perméables qu'investir de l'argent dans le doublage, c'est peut-être mieux investi d'investir dans le nivellement au lieu. Fait que ça permet un peu d'orienter ces actions. Puis, ça permet d'évaluer qualitativement la perméabilité du sol. Les profils, les outils importants à prendre avant des faire, c'est de regarder la carte topographique puis la carte des sols. Ça permet un peu de cibler les zones que vous voulez regarder avant de rentrer au champ. Puis, ces informations-là sont disponibles sur InfoSol et aussi sur le site d'Environnement Canada où il y a toute la banque de données des études pédologiques de tout le Québec disponible.
Ça, c'est un exemple de description de série de sol dans une étude pédologique. C'est quand même assez intéressant, c'est très complet, ça donne pas mal toutes les informations qu'on a de besoin. Puis, ça donne même aussi comme vous pouvez voir, oups, non, je peux pas, ah ouais, avec la souris. On peut voir plus bas pour chaque série de sol. OK. Chaque série de sol, on voit un peu les travaux d'aménagement requis. Par exemple, ici, on a du Saint-Urbain. Le drainage de surface, c'est moyennement élevé requis, puis souterrain, c'est élevé. Fait que ça donne une idée pour un peu orienter les actions. Quand on fait le profil de sol, il y a des éléments essentiels à regarder. Première chose, ça serait, je dirais, la couleur puis la présence de marbrure. Puis ça nous indique le comportement de la nappe. Tu sais, souvent, quand un producteur m'engage pour faire un diagnostic de drainage, je vais dans son champ une fois par année. C'est sûr que j'ai pas toute l'information là. La nappe n'est pas toujours élevée. Ça dépend du moment de l'année que je le fais. Mais le couleur du sol, ça donne une bonne idée sur qu'est-ce qui se passe au niveau de la nappe. Un sol grisâtre, c'est un sol saturé pendant une longue période de temps. Un sol brun, c'est plus aéré. Puis la présence de marbrure, ça indique une fluctuation cyclique de la nappe. C'est souvent ça qu'on voit. On voit à hauteur des drains, souvent le sol il commence à virer au gris pour à 1 mètre de profondeur. Puis en haut de ça, on voit vraiment un sol brun qui est marbruré. Mais ça dépend vraiment de tous les types de sols, mais ça indique qu'il y a une fluctuation quand même de la nappe à ces hauteurs-là. Si on voit une image là, de 2 sols, c'est 2 loams sableux, mais quand même qui ont vraiment une position différente par rapport à la nappe. Il y en a un qui est presque toujours aéré, l'autre est presque toujours dans l'eau. Les autres choses à noter, les textures de sol, fait que loam, sable, limon. C'est essentiel pour la pérennité du système. Si votre but, c'est vraiment de regarder pour le drainage, moi, personnellement, j'évalue plus au toucher les horizons supérieurs. Je fais des analyses granulométriques en profondeur parce qu'on va voir tantôt là, que ça a quand même un impact important sur le choix des matériaux. Puis, dans certains cas, quand on veut mettre une membrane filtrante, il est important de connaître le diamètre des particules pour faire notre choix de membrane. Puis, c'est ça détermine le choix des matériaux et des conditions limites. Fait qu'ici, on a le triangle des textures, vous avez sûrement tous déjà vu. Souvent, tous les types de sols sont contenus dans ce triangle-là. J'ai mis la ligne rouge ici à 20 20 c'est souvent la limite. Là. Au-dessus de 20 on n'est pas obligé d'enrober le drain. En dessous de 20 on devrait enrober le drain. Puis, ici, quand je disais, c'est possible de faire des effets par toucher. Ça, c'est un guide, il est en anglais, par exemple. C'est celui de la USDA. Puis, c'est celui que j'utilise parce que je trouve que c'est celui qui est le mieux expliqué et qui donne les résultats les plus précis. Fait que dans le fond, ça te permet de déterminer, juste en touchant le sol avec un peu d'eau, de déterminer si on a du sable jusqu'à de l'argile. Et puis, tous les intermédiaires. Et aussi, comme j'ai mentionné, les analyses granulométriques. Fait qu'on voit ici, là, c'est juste un exemple là, pour un même champ de 10 hectares, parce qu'on avait 3 types de sols différents au niveau du drain. Un loam limoneux, un loam sableux, puis une argile limoneuse. Fait qu'on voit ici, là, avec 16 et 12 d'argile, les 2 premiers, ça prendrait essentiellement de l'enrober, tandis que l'autre section, ça n'en prendrait pas. Puis, on voit aussi juste en dessous la classe texturale, le D85. Fait que ça, c'est 85 des particules sont plus petits que la valeur affichée. Fait que pour le premier sol, c'est 371, deuxième sol, 493. Puis ça permet de déterminer un peu l'enrobage que vous avez besoin d'une ouverture de 100 microns, 250 ou 450. Ça, c'est sûr de proposé par Soleno, mais sinon, tous les autres fournisseurs de drain, ils offrent des tuyaux de drainage enrobés d'une gaine filtrante. Aussi, dans le profil de sol, on voit la structure du sol et les signes de compaction. Encore, c'est une question de planification. Des fois, on pense que le système de drainage ne fonctionne pas bien, mais en réalité, il y a juste une nappe perchée en surface qui pourrait se régler beaucoup plus facilement que vraiment de se lancer dans d'autres investissements. Encore une fois, on essaie d'évaluer la perméabilité. On détermine les couches limitantes. Le drain, on essaie de le poser dans un sol qui est quand même bien structuré. Des fois, c'est pas toujours facile dans les argiles plus lourds. Puis, dans le fond, avec ça, on détermine la profondeur optimale des drains. C'est juste une image d'un même type de sol avec différentes structures. On peut voir un peu la différence. C'est sûr que celui avec les gros blocs massifs, c'est pas naturel. C'est de quoi qui a été fait par le passage de la machinerie dans des conditions plus ou moins idéales. Mais naturellement, dans le sol, même sans l'effet de l'humain, il y a des structures différentes pour différents types de sols, même si la texture elle se ressemble.
Profondeur, les drains selon le profil, on veut toujours les mettre au-dessus de la couche compacte. Exemple, dans les tiles rocheuses, souvent, plus qu'on descend, plus qu'on arrive dans une couche compacte importante, on veut le lever, on veut mettre le drain juste un petit peu au-dessus de ça. Même chose pour les argiles imperméables. À un moment donné, on arrive à une profondeur d'argile que l'argile n'a plus de structure pantoute. On veut les monter un petit peu plus haut que ça, mais on a toujours la contrainte qu'on veut au minimum 60 cm de remblai au-dessus du tuyau. Puis ça, c'est vraiment, je dirais, la limite. Là. Soit on vise plus de poser le drain minimum à 80 cm. Puis lorsqu'on n'a pas le choix de remonter les drains un peu, ça a un effet sur l'écartement. Il faudrait souvent rapprocher l'écartement, comme on a vu dans le premier diagramme. Plus qu'on est loin, plus qu'on peut aller chercher de l'eau loin, mais il faut que la perméabilité du sol le permette aussi. Fait qu'ici, ça c'est un tableau tiré du guide de drainage qui donne une idée un petit peu plus qualitative là, de l'écartement des drains que vous avez besoin selon le type de sol et la structure de sol. Fait qu'on voit là, dans les argiles compacts sans structure, là, ça peut varier de 7 à 13 selon le rabattement de la nappe voulu. D'autres choses à évaluer, l'évaluation du risque de colmatage par lock de fer. Ça, pour ceux qui ont des problématiques avec ça, je pense que c'est déjà un gros défi. C'est jamais facile, puis il n'y a pas de solution magique à ça. C'est plus d'être au courant avant de se lancer dans les investissements, qu'il y a des contraintes un peu majeures. Les sols qui sont le plus à risque, c'est 65% plus de sable, les sols tourbeux et les sols en périphérie, les boisés. Souvent, les problématiques, là, on ne peut plus déboiser, mais dans le temps, c'était des nouvelles sols fraîchement déboisés. Souvent, il y avait le problème d'oc de fer là, qui colmatait les drains. Dans le fond, quand le sol est saturé, c'est un peu en dormance, mais quand on rajoute les drains, il y a de l'oxygénation qui se fait dans le sol, puis c'est là que l'activité bactérienne se produit, puis c'est ça qui fait en sorte qu'il y a des dépôts d'oc de fer dans les drains. Ça fait deux choses, ça peut boucher les trous des drains, et puis ça peut se déposer dans le drain, puis éventuellement le bloquer. Puis ça affecte grandement la conception du système. Là, je ne passerai pas dans toutes les... Ça pourrait être une présentation d'une heure, là, parler de toutes les différentes solutions possibles un peu ou les différentes mesures de mitigation possibles. Mais ce qui est important, c'est plus au niveau de l'évaluation du sol. Il y a un tableau ici qui dit un peu c'est quoi, si le potentiel de colmatage est très faible ou à très élevé selon ce qu'on voit dans l'eau de surface puis ce qu'on voit dans les profils de sol. Par exemple, ici, on voit un profil de sol qui a été fait. Là, on ne le voit pas super bien avec la lumière, mais où est-ce que les lignes jaunes, il y a une couche de concrétion de fer qui se fait. Et puis, dans l'eau de surface là, qui s'égoutte, on voit un teint orangé là, avec des flocons qui s'accumulent. Fait que ça serait un sol qui serait quand même assez élevé à risque. Et puis ça, c'est un exemple d'un sol qui a été drainé. Il y a à peu près peut-être 15 ans de ça que le producteur a décidé de redrainer. On voit que les drains qui ont été redéterrés, bien, la membrane est complètement colmatée par l'oc. Puis les drains aussi en dedans, là, il y avait quand même une accumulation là, importante. Pour pousser un peu plus loin, il y a des analyses chimiques qui peuvent se faire. Ça donne un peu une meilleure idée, mais c'est quand même un protocole assez élaboré à réaliser. Fait que moi, je me fie plus au tableau précédent là, qui donne des indices visuels. D'autres éléments à planifier, l'évaluation de la sensibilité des sols au réaminement. Ça, c'est vraiment problématique dans les sols argileux et les sols limoneux argileux. C'est dans le fond, quand la nappe est élevée puis on passe la charrue taupe dedans, ça détruit toute la structure du sol autour, puis ça comme... Il y en a qui disent que ça scelle le drain, peut-être pas tout à fait, là, mais ça détruit toute la structure, puis dans le fond, ta perméabilité de ton sol est meilleure que la perméabilité autour de ton drain. Fait que ton sol, ton niveau d'eau, il n'abaisse pas parce que l'eau, elle ne se rend pas assez rapidement au drain. Fait que ça diminue, c'est ça, la quantité hydraulique autour du drain. Puis, ça détermine les contraintes de l'installation du drain. Il faut absolument, dans ces conditions-là, drainer quand la nappe est minimalement plus basse que le niveau de la pause. Ça peut être quand même un assez gros défi, là. Parce que déjà, les sols argileux comme ça, dans les basses terres, souvent au mois de septembre, octobre, la nappe commence à remonter. Fait qu'il faudrait idéalement, si vous avez des sols comme ça, je vous conseillerais de planter une culture hâtive qui peuvent se récolter au mois d'août puis essayer de drainer le plus tôt possible au mois à l'été ou au pire laisser il y en a beaucoup qui font du foin aussi en année puis ils scrapent un peu si on veut les deuxième, troisième coupes pour être capable de drainer dans ces conditions-là. Autre élément à planifier, les sorties de drainage adéquates.
Il faut que l'exutoire, qui est le fossé ou le cours d'eau, soit assez profond pour permettre une sortie de drainage. Comme je parlais tantôt dans l'historique, là, quasiment tous les cours d'eau dans la région ont été réaménagés pour permettre ces sorties-là. Le cas idéal, c'est 30 cm au-dessus du niveau de l'eau moyen, mais je pense que c'est le cas idéal un peu théoriquement, mais je pense que c'est un peu irréaliste. Cas acceptable, sortie de drainage 30 cm au-dessus du fond du cours d'eau. Puis quand on n'a pas le choix, bien, on la met à la limite du fond du cours d'eau. Puis sinon, l'alternative, c'est une station de pompage ou des fois une demande d'entretien de cours d'eau, ça peut permettre là, de rétablir son fond d'aménagement puis de permettre de faire une sortie de drainage. Pas oublier d'obtenir les autorisations nécessaires des MRC avant de procéder là, à des travaux dans le cours d'eau pour vous sauver des problématiques plus tard. Puis c'est important aussi de protéger les sorties de drainage là, avec de l'empierrement et du géotextile pour assurer qu'il n'y a pas de problématique d'érosion dans le cours d'eau puis pas amener des matières en suspension supplémentaires. Ici, on a un exemple d'une sortie de drain aménagée avec empierrement, puis ici, un exemple de sortie de drain qui a été aménagée sans protection, puis qui a eu des problématiques assez importantes là, au niveau d'érosion. Avec ces informations-là, on peut quand même procéder à une conception d'un système de drainage. Ce qui reste à faire, c'est la disposition et tout des drains. Diamètre de 100 mm. Ça, je l'ai laissé en présentation, mais c'est plus trop à jour. Là, mais la pose des tuyaux de 3 pouces, ça a été populaire, je pense, des années 90. Je sais qu'il y a certaines régions au Québec qui en ont un peu plus que d'autres, puis la majorité y redrainent carrément parce que ça cause beaucoup de problématiques. Premièrement, dès qu'il y a un peu de sédimentation qui arrive, bien, ça tend à se boucher beaucoup plus vite. Puis une légère contrepente, on s'entend que la pose n'est jamais parfaite, là. Surtout dans les terres, quand la pente est plane à 0,1 % par exemple, là, une légère contrepente, bien, ça diminue beaucoup l'efficacité d'écoulement du tuyau. On veut toujours que les pentes minimales des drains soient de 0,1. Pente maximum, on essaie de garder ça entre 1,5 et 2 maximum dans l'argile. Puis le dimensionnement des collecteurs, je ne pensais pas tout là-dedans, c'est quand même assez laborieux comme processus, mais c'est selon la pente caractéristique du sol et la vitesse de rabattement de la nappe désirée pour obtenir les dimensions des collecteurs qui varient de 6 à 12 pouces, souvent. Des petits rappels pour la réalisation, moi je le conseille toujours parce que c'est gratuit puis ça prend comme 5 minutes. Là. Surtout si vous achetez une nouvelle terre que vous connaissez moins, de contacter Info Excavation. Je peux comprendre peut-être une terre qui était dans la famille depuis toujours, vous savez s'il y a des infrastructures ou pas, mais des fois quand vous achetez une nouvelle terre, toujours important de valider avant. Quand vous recevez votre matériel, d'inspecter les tuyaux, les raccords, les bouchons, toutes ces affaires-là, je pense que les fournisseurs de drains, les usines quand même, sont assez avancées, sont assez bons, puis sont certifiés, puis il y a beaucoup d'éléments à valider avant d'envoyer des drains chez un client, mais quand même, au niveau du transport ou n'importe quoi, il y a des accidents qui peuvent arriver, n'importe quoi. Puis aussi, les gaines filtrantes, s'assurer qu'ils n'ont pas été déchirés ou quelque chose pendant le transport. Quand on fait le drain, des fois, on est bloqué par des grosses pierres qu'on déblaye, qu'on enlève. Évidemment, il ne faut pas que ça fasse partie du remblai. On essaie de les enlever et de les mettre ailleurs. Il faut éviter de circuler au-dessus des tranchées qui ont été faites avec la machinerie lourde tant que le sol ne s'est pas tassé naturellement. Puis, important aussi pour ça, parce que souvent, les producteurs, ils planifient un peu tout en même temps. Là. Ils planifient le drainage puis le nivellement en même temps. Pour une raison, comme j'ai dit tantôt, tout se fait mieux en temps sec. Fait qu'ils, s'ils sacrifient une année de production de maïs, bien, ils veulent comme tout faire en même temps, ce qui est normal. Le seul problème, c'est qu'on ne veut pas déplacer les monticules de terre laissés par la charrue taupe si on nivelle par après. Parce que ce sol-là, il va s'affaisser naturellement, puis vous allez vous retrouver avec des dépressions au-dessus des drains pendant ce temps-là, par la suite. Là, je vais finir la présentation en jasant vite du lien entre le drainage et la santé des sols. Comme on sait tous ici, le sol, c'est quand même une ressource limitée. Limitée, même quand peut-être de moins en moins avec tous les projets de développement qu'on a, puis tout ce qui se passe. C'est dynamique, vivante et vitale, puis essentiel à la production. La qualité des sols détermine la durabilité des systèmes agricoles et aussi en lien la qualité de l'environnement. Puis, pour évaluer la santé des sols, il y a quand même plusieurs paramètres. Tu as des paramètres chimiques, physiques, vivantes, de biodiversité. La perte de sol, c'est qui est vraiment une problématique plus au niveau des sols tourbeux. Puis, des affaires un peu plus rares qu'on trouve peut-être moins dans la région, mais de l'acidification, la contamination et de l'érosion.
Ici, quand on parle de drainage, on parle plus le lien entre la qualité physique des sols puis le drainage. Fait que, le sol est composé de solide, liquide et gaz. La phase liquide est principalement constituée d'eau puis il occupe plus ou moins d'espace selon la teneur en eau. Fait que quand le sol est complètement saturé, bien, tous les vides sont remplis d'eau. Mais le problème, c'est que plus que ta teneur en eau est élevée, plus qu'on diminue la capacité portante du sol. Fait que plus qu'on diminue plus qu'on diminue la capacité, dans le fond, au sol de rester... il résiste, dans le fond, aux forces qu'on applique dessus. Fait que dans le fond, plus que la teneur est en haut, plus que la... Fait que... trop de choses à dire en même temps. Fait que dans le fond, quand on passe la machinerie, puis des fois, je sais que c'est nécessaire, là, période de récolte, des fois, les semis aussi, on est comme un peu, on a notre dos contre le mur. Il y a un passage souvent qui est nécessaire, mais quand on est dans plus que le sol est humide, plus ça l'accentue la détérioration de la structure. Puis ensuite, les autres problèmes arrivent. Fait que ça, c'est deux profils que j'ai faits dans un même champ. Deux profils, un à côté de l'autre. Un à l'endroit normal du champ, puis l'autre où il y a de la circulation répétition. Là, le pire, c'est que je veux pas dire qu'il ne faut pas circuler à la même place. Je pense que c'est quand même une pratique qui est quand même bien là, de limiter la circulation dans le champ, puis au pire, sacrifier une largeur de terrain pour ne pas passer partout tout le temps. Là. Mais c'est juste pour démontrer là, les effets que ça a sur le sol. Là. Ça, c'est, comme j'ai dit, là, c'est deux sols à la même profondeur, dans le même type de sol. On voit la différence que ça fait, puis on peut imaginer l'effet que ça a sur non seulement l'infiltration de l'eau, mais le développement des racines. Fait que dans le fond, l'effet de la compaction, comme j'ai dit, ça empêche le développement racinaire. Puis ça, entre autres, ce que ça fait comme problématique, c'est les effets de sécheresse sont plus ressentis par la culture, vu que les racines sont plus en surface, ils ne peuvent pas aller puiser de l'eau plus profondément. Puis, ça diminue la vitesse d'infiltration de l'eau. Fait que ça augmente les volumes d'eau ruisselée, puis ça augmente aussi les matières en suspension dans l'environnement. Je pense qu'on en parlait tantôt dans l'autre conférence. C'est sûr que l'eau du drainage souterrain non plus n'est pas exactement exempt de polluants. Mais l'eau de surface, il y a quand même beaucoup de problématiques au niveau des matières en suspension, puis tous les herbicides rattachés à ça, puis surtout le phosphore aussi qui est rattaché à l'écoulement de surface là, qui s'entraîne, puis aussi la perte de sol dans le champ. Puis aussi, la diminution de la vitesse d'infiltration d'eau, bien, ça diminue la capacité portante du sol autour parce que l'eau, elle va chercher à s'étendre. Puis souvent, ce qui arrive, c'est qu'on agrandit la zone puis on accentue la problématique. Puis on vient à la cause 1, si on veut, puis c'est un problème, un cercle vicieux là, qui se crée là, quand il y a des problèmes d'infiltration. Maintenant, les solutions à ça, bien, une solution, c'est d'assurer qu'on a un drainage optimal. C'est sûr, c'est un peu... ça ne réglera pas les problèmes de compaction actuels, mais ça va régler un peu l'accentuation des problématiques. Ça peut se faire par, des fois, le doublage des drains ou tout court le drainage si le champ n'est pas drainé. Le nivellement, puis des ouvrages hydro-agricoles pour gérer l'eau de surface. D'autres solutions possibles que vous avez sûrement d'entre vous déjà faites, c'est le sous-solage. L'important dans le solage aussi, je recommande toujours de faire des profils avant là, parce qu'il faut identifier un peu la couche de compaction puis passer la sous-soleuse à peu près 2 à 4 pouces plus profondément. Si vous la passez à 18 pouces puis votre couche de compaction est à 20 pouces, bien, vous n'avez pas travaillé pour rien, mais l'efficacité, elle ne serait vraiment pas à quoi vous pouvez vous attendre. C'est un travail extrêmement intensif. Ça prend beaucoup d'essence, ça prend beaucoup de temps à sous-soler un champ. On recommande de travailler perpendiculairement au sens de la culture puis de la pente pour un peu agir comme une tranchée d'interception. Puis, il y a différentes machineries avec différentes dents, puis sont adaptées à des types de sols différents. Je ne vais pas refaire une révision de ça, mais il y a beaucoup de littérature là-dessus, là, sur quel type de sous-soleuse prendre pour quel type de sol. Puis, finalement, le plus important de tout, là, jamais travailler en sol humide. Sinon, vous risquez d'aggraver ou d'approfondir la couche de compaction. Ça, c'est un exemple de différentes... ça, c'est 2 différentes dents là, de sous-soleuse. Puis ici, on voit le travail un peu oblique par rapport à la pente. Sinon aussi, il y a l'implantation des cultures avec racines profondes, moutarde, radis, luzerne. Aussi, ça l'aide au niveau de problématiques d'érosion hydrique. Fait que quand on parlait du ruissellement et des matières en suspension, mais avoir un champ couvert de culture pendant ce temps-là, bien, ça limite cette problématique-là. Ça garde l'eau en place. Oui. Là, tu vas te poser des questions? Je vais vous demander ça. Je me demande, est-ce que
la moutarde dans un champ qu'on vient de sous-soler, est-ce qu'il y a des risques que ça descende au drain? Parce qu'on entend souvent ça des producteurs, ils ont comme cette crainte-là. OK, oui. Ça, il faudrait que j'en parle. Ça, c'est plus il y a mon collègue Gabriel là, qui fait toutes les recherches sur les cultures de... couverture, oui, excuse, merci. Oui, mais moi aussi, c'est de quoi j'ai déjà entendu. Fait que c'est de quoi à voir, mais tu sais, en principe, la soleuse, par exemple, t'as fait pas au niveau des drains. Peut-être que c'est des... Tu sais, des fois, si on regarde un peu les terres drainées il y a plus longtemps, c'était fait moins profondément. Les terres d'argile, puis tout, souvent, on voit qu'ils sont à comme 2,5 pieds des fois, là, même 2 pieds à certains endroits. Peut-être là, je dirais que ça serait plus problématique, là. Mais les drains à 3 pieds, faudrait plus que je revienne là-dessus. Ouais, parce que je sais que ça descend assez profondément. Mais on n'a pas énormément de données là-dessus non plus. Je peux me permettre d'intervenir par rapport aux racines qui pourraient se rendre au drain. On a fait une journée avec Sylvie Thibodeau dans la Sébastien Choquette, que certains ont profité. Puis on a justement abordé que souvent les producteurs trouvaient des racines dans leur drain. On fait des analyses auprès des laboratoires pour savoir quelle était l'origine des racines qui avaient bouché le drain. Pour finalement réaliser que la source, souvent, c'est un mauvais drainage. Justement, la racine va se ramasser dans le drain parce que l'eau ne s'est pas évacuée du drain. Donc, en théorie, si le drainage est bien fait et qu'il n'y a pas d'eau présente, il n'y aurait pas de raison que la racine fasse son chemin vers le drain. Puis, on voit aussi, ça, c'est dans les argiles, là, c'est un peu un petit parallèle à ça, mais des fois, les argiles, quand ils viennent très secs, on le sait, on le voit tout, là, ils fendent un peu en deux. Puis là, ça, des fois, ça peut créer des problèmes au niveau du drainage, là, de la sédimentation, qu'on retrouve de l'argile dans le drain, qui est assez rare, là. Mais c'est des problèmes à valider. Ah oui, puis l'efficacité est augmentée en combinant avec un solage. Bien, c'est ça, là. On peut délaisser peut-être la moutarde une couple d'années. Ou sinon, implantation de culture avec racines structurantes, régression de graminées, idéalement sur plusieurs saisons. C'est sûr que c'est pas tout le monde. C'est sûr que ceux qui ont des animaux, des pâturages, peuvent plus se le permettre, puis d'avoir un champ difficile à travailler en pâturage ou en graminées pendant une couple d'années. C'est sûr que en grande culture, c'est en demander beaucoup, mais ça peut quand même amener ça peut quand même régler puis amener des améliorations à certains endroits. Donc, et voilà ma présentation. Si vous avez des questions, n'hésitez pas.